reste un crédit. C'est les subprimes, mais appliqués aux actions. Deuxièmement, c'est une bulle immobilière énorme provoquée par la spéculation sur le développement de la Floride. Et troisièmement, c'est le fait qu'il y a une croissance inouïe, parce que les grandes crises succèdent toujours à une énorme croissance. Les bourses flambent, les bénéfices, les profits, les retours sur investissement, etc., qui rappellent un peu la situation qu'on a vécue en Occident il y a encore 2-3 ans. Il y a donc, bon, ces profits vont à 10% de la population. Or, qui dit profit dit malgré tout développement et de l'économie réelle et de l'économie virtuelle, mais quand même un développement économique. Mais pour qu'un développement économique, faut-il encore que les affaires marchent. Pour que les affaires marchent, il faut qu'on achète ce qu'ils produisent. Or, parallèlement à cette croissance mal répartie, vous avez une baisse du pouvoir d'achat de la population américaine, de la majorité de la population américaine. Parce que justement, on est dans une période, on pourrait dire, de capitalisme rapace. Le capitalisme n'est pas toujours rapace, mais le capitalisme rapace, où il y a une telle folie dans la recherche du profit rapide et maximum, que tout est bon et on pressure le pauvre peuple, si j'ose dire, vraiment au vrai sens du terme, pour pouvoir maximiser les profits. Sauf qu'à un moment, ça provoque une crise de consommation, les gens ne consomment plus assez, et à partir du moment où les gens ne consomment plus assez, tout à coup, la machine s'enraye et la machine casse. Mais c'est très exactement ce qui s'est passé cette fois, avec cet aspect, disons, aggravant, c'est que ça s'est passé. Mais naturellement, comme on avait l'exemple de la crise de 29, on s'est dit, il ne faut pas laisser... je dis, ça s'est passé aux États-Unis, ça ne s'est pas passé en France. Aux États-Unis, là, cette fois, vous aviez le même phénomène, une croissance considérable, des profits considérables, mal répartis, profitant à 5 ou 6% de la population, une stagnation du pouvoir d'achat de la classe moyenne et une baisse de pouvoir d'achat de la population ouvrière, parce qu'on pressurait, on faisait baisser le coût du travail, on faisait le coût du travail. Là, à un moment, on a dit, attention, ça peut provoquer une crise comme maintenant, parce qu'il va y avoir une sous-consommation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le crédit. Et comme ça, on utilise par tous les moyens, c'est-à-dire le crédit. C'est pas qu'on ouvre la possibilité de crédit, c'est qu'on va démarcher les gens pour doper une consommation qui, sans ça, ne pourrait pas suivre l'évolution de la croissance. On va les chercher, on leur donne des primes, on leur promet tout ce qu'on peut. Et d'abord, on le fait pour les hautes classes moyennes, puis pour les classes moyennes réelles, puis les basses classes moyennes, puis à un moment, on va même le faire avec les pauvres. Et c'est ce dopage de la consommation artificielle par des offres inconsidérées et absurdes de crédit aux pauvres qu'on va démarcher dans leur courbille quasiment, qui va provoquer ce que vous savez, c'est-à-dire la crise des subprimes. Et donc, c'est quand même extraordinaire de constater que ça s'est reproduit. Bon, la crise de 29, donc, provoque... Crise de 29, il faut que... où on ne répond que 3 ans après. Il y a quand même une différence, c'est que là, on a répondu tout de suite parce qu'on avait le souvenir de la crise de 29, alors qu'en 29, il faut attendre Roosevelt pour, comme on a dit, d'avoir laissé avant filer les déficits à cette conséquence. Et donc, cette crise donc, qui en fait n'est pas jugulée jusqu'en 40, qui atteint la France en 1934, et atteint l'Allemagne en 1934. 1934, c'est quoi? Elle atteint l'Allemagne en 1934, c'est-à-dire c'est en 1934 que tout à coup il y a une flambée du chômage énorme. 1934, c'est la première victoire électorale du parti nazi. En 1934, en 1933. En fait, elle atteint d'ailleurs en Allemagne en 1933. Et la France en 1934. L'Allemagne en 1933, la France en 1934. Et en même temps, c'est une flambée également du communisme stalinien qui... surfe sur la propagande, nous, notre système ne connaît pas la crise. On va découvrir après que leur système est peut-être moins glorieux. D'ailleurs, on va le découvrir surtout parce que quand l'Allemagne les attaque, vous jamais oublié, ils s'écroulent. Après, bon, ils se reprennent. Dans un premier moment, c'est quand même un grand pays, ils s'écroulent quand l'Allemagne les attaque. Parce qu'on s'aperçoit qu'en vérité, c'est une économie délabrée. Mais grâce au trucage idéologique, font croire qu'ils sont en pleine croissance, qu'ils ne connaissent pas la crise, d'où stalinisme, fascisme de l'autre.
Et c'est cette double montée du fascisme et du stalinisme qui, naturellement, va être un facteur, plus des nationalistes, qui va être un facteur de crise. Or, qu'est-ce que ça a comme conséquence? La première conséquence, c'est qu'en effet, on va prendre conscience de l'ampleur de la crise, des dérives incroyables de ce système qui était déjà un système néocapitaliste, qui avait dérivé et qui était devenu une économie mondialisée financière. On prend conscience des conséquences, on prend conscience des dégâts. La guerre a été quand même quelque chose d'effroyable, très bien. Et alors on a une confluence après-guerre, sous l'influence, compte tenu du fait qu'on a peur du communisme aussi, c'est un autre élément. Les communistes, grâce à la guerre, ont avancé, toute l'Europe, et il y a une trouille terrible, il faut voir ce que c'était que la menace communiste en 1944. Donc à la fois, on prend conscience du fait que ce système s'est écroulé, que ce système néo-capitalisme était absolument un système inconcevable, immoral, ce que je veux dire, absurde, et en même temps on a une peur terrible du communisme totalitaire. Et donc on change tout. Il faut bien voir que sous la confluence, sous l'influence et la confluence de trois courants, le courant social-démocrate, en particulier scandinave, le courant gaulliste, et c'est-à-dire d'une forme de centrisme au fond, mais je veux dire, de forme de centrisme, non, le mot n'est pas juste, d'une volonté de dépasser les clivages, et de refus et du totalitarisme et du capitalisme. Au fond, De Gaulle porte ça, des doubles refus, et du christianisme social, qui aussi dit la révolution par la loi. Il ne faut pas oublier que même le MRP, en 1944, son slogan, c'est la révolution par la loi. Et donc, qu'ils ont participé à la résistance. Et d'ailleurs, ils ont participé à la résistance, c'est très intéressant, et ça doit nous faire réfléchir. C'est pas qu'ils y ont participé, c'est qu'ils l'ont lancé, la résistance. C'est-à-dire que quand, et ça on ne devrait jamais l'oublier, quand en 1940, la guerre éclate, et quand monte le nazisme, qui, d'abord, vote les accords de Munich, qui abandonne tout à Hitler, tout, qui lui livre et qui l'encourage. La droite à 100% sauf un, qui s'appelle De Kérillis, député de Neuilly, homme remarquable, un héros, mais à part De Kérillis, toute la droite vote pour les Munich. Les socialistes, unanimement, alors c'est vrai que certains votent en pleurant, certains votent en ayant honte de ce qu'ils font, ils le disent, mais ils votent tous. Bon, les communistes votent contre. Mais outre les communistes, les démocrates chrétiens font campagne contre Munich et les gaullistes, enfin, ceux qui deviendront les gaullistes. Et quand l'Allemagne est occupée, quels sont les premiers résistants? Tous ceux tout de suite qui disent non, non à Pétain, non à l'occupation, mais sans hésiter, pas un petit peu, pas du bout des lèvres, totalement. Les gaullistes, évidemment, ceux qui disent non aux gaullistes, c'est ceux qui veulent dépasser, et des chrétiens démocrates. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, il y a l'idée de centrisme